Je suis allongée sur ce lit d'hôpital, les yeux fermés. Mais je ne dors pas. Mon corps est un traître, immobile et faible. Mais mes oreilles, elles, sont bien éveillées. Elles captent les murmures qui flottent dans le coin de la chambre, près de la fenêtre qui donne sur un mur de briques grises. Ce sont les voix de mes enfants. La voix de Sophie, tendue, comme une corde de violon sur le point de rompre. Et celle de Rémi, plus basse, pleine d'une lassitude que je ne lui connaissais pas. On ne peut pas continuer comme ça. Sophie, souffle Rémi. On n'y arrivera jamais. Un silence. Je peux presque entendre le cœur de ma fille battre à toute allure. Alors on fait quoi? Demande-t-elle. Sa voix à peine un filet d'air. La maison. Répond Rémi. C'est la seule solution. La seule issue pour nous. Pour qu'on puisse enfin respirer. Mais papa. Papa ne souffrira plus? Coupe-t-il doucement. Ce serait une délivrance pour lui aussi. Il faut juste l'aider à partir en paix. Aider à partir. Ces mots résonnent dans mon crâne comme un glas. Mon cœur, déjà meurtri et fragile, semble s'arrêter une seconde fois en moins de 24 heures. Ce n'est pas la douleur physique qui me paralyse, mais le froid glacial de cette vérité. Mes enfants, mon sang, ma seule raison de vivre depuis la mort de Rose, ne voient en moi qu'un obstacle. Un fardeau dont il faut se débarrasser. Mais tout cela, c'était la fin. Pour comprendre la fin, il faut revenir au début. Il faut remonter le temps de quelques heures seulement. À une époque où je croyais encore être le père le plus chanceux du monde. 24 heures plus tôt, le soleil de dimanche matin filtrait à travers les rideaux de mon appartement. Sur les pentes de la Croix-Rousse. À Lyon. C'était un dimanche comme les autres. Un dimanche doux et silencieux. Rythmé par les habitudes qui sont devenues les piliers de ma vie de veuf. Je me suis levée lentement. Mes articulations de 67 ans protestant en silence. La première chose que j'ai faite, comme chaque matin, a été de regarder la photo de Rose, posée sur ma table de chevet. Son sourire me manquait terriblement. Même après 5 ans. Bonjour. Mon amour. Ai-je murmuré. C'était notre petit rituel. Le mien. En tout cas. Mon appartement n'est pas grand. Mais il est rempli de notre vie. Chaque meuble. Chaque bibelot. Chaque livre sur les étagères raconte une histoire. C'est ici que nous avons élevé Sophie et Rémi. C'est ici que leurs rires ont résonné contre les murs. Avant de laisser place à un silence que je n'arrivais plus à combler. Cette maison, c'était le cœur de notre famille. Le dernier bastion de nos souvenirs heureux. Après un café au lait rapide, j'ai commencé ma tradition du dimanche. La confection des madeleines. C'était la pâtisserie préférée de Rose. Elle disait que les miennes avaient le goût exact de son enfance. Alors, chaque dimanche, je recréais ce goût pour elle. Pour moi. C'était une façon de la sentir près de moi. L'odeur du beurre fondu, du zeste de citron et de la vanille qui envahissait la cuisine était comme un parfum de sa présence. Pendant que je mélangeais la pâte, mes pensées vagabondaient vers mes enfants. Sophie. Ma fille aînée de 42 ans. Une femme forte. Divorcée. Qui se battait pour élever son fils. Elle travaillait comme secrétaire médicale. Toujours débordée. Toujours fatiguée. Chaque fois que je l'appelais, je sentais le poids du monde sur ses épaules. Et Rémi. Mon garçon de 39 ans. Un artiste dans l'âme. Un peu rêveur. Il était designer web à son compte.
Mais ses revenus étaient irréguliers. Il parlait toujours de grands projets qui semblaient ne jamais se concrétiser. Il avait le cœur sur la main. Mais la vie semblait toujours plus compliquée pour lui. Je savais qu'ils avaient des difficultés. La vie à Lyon était chère. Et leur situation était précaire. Je les aidais comme je le pouvais avec ma modeste pension de professeur d'histoire à la retraite. Un petit billet glissé dans une enveloppe par-ci. Une course payée par-là. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était tout ce que j'avais à offrir. Mon amour. Et ce petit soutien financier. Pour moi. Ils étaient tout mon trésor. Je pensais que, malgré leurs soucis, notre amour familial était la chose la plus solide au monde. Comme j'étais naïf. Les madeleines dorées sortaient du four. Parfaites. J'en ai mis quelques-unes dans une boîte en fer. Pour les apporter à Marcel. Mon voisin et ami de toujours. Le reste était pour moi. Pour mon déjeuner solitaire. J'ai mis la table dans le salon. Face à la fenêtre qui offrait une vue sur les toits de la ville. J'ai mangé lentement. Savourant chaque bouchée. Chaque souvenir. C'est là que c'est arrivé. Sans prévenir. Une douleur. Pas une simple douleur. Non. C'était comme si un étau de fer venait de se refermer sur ma poitrine. Me broyant les côtes. Aspirant tout l'air de mes poumons. La madeleine que je tenais est tombée de mes doigts. La fourchette a glissé et a heurté le parquet avec un bruit métallique strident qui a résonné dans le silence de l'appartement. J'ai essayé de me lever. Mais mes jambes ne répondaient plus. Une douleur fulgurante a parcouru mon bras gauche. Comme des milliers d'aiguilles brûlantes. La panique m'a envahi. Je suffoquais. Chaque inspiration était une lutte. Un sifflement rauque. Mon Dieu! Ai-je réussi à articuler? Je me suis effondrée sur le sol. À côté de la table. Ma vue se brouillait. Les couleurs du salon se mélangeaient en une bouillie indistincte. La peur. Une peur froide et primaire. M'a saisie. La peur de mourir. Seule. Avec une force que je ne pensais pas posséder. La force du désespoir. J'ai rampé sur le sol. Chaque mouvement était une torture. Mon objectif, le téléphone. Posé sur le buffet à quelques mètres de là. Cela m'a semblé une éternité. Mes doigts tremblants ont finalement attrapé le combiné. Je l'ai fait tomber une première fois. J'ai juré. Les larmes aux yeux. J'ai réussi à le récupérer. Mes doigts peinaient à composer le numéro. Le 15. Le SAMU. Une voix calme a répondu à l'autre bout du fil. J'ai essayé de parler. Mais seul un gargouillis est sorti de ma gorge. Monsieur? Monsieur? Vous m'entendez? J'ai pris une grande inspiration saccadée. Aide. Ai-je réussi à souffler? Crise. Cardiaque. Je crois. J'ai donné mon adresse. Rue des Pierres Plantées. D'une voix hachée. Avant que le téléphone ne me glisse des mains. Allongé sur le parquet froid. J'attendais. Chaque seconde était une heure. Le silence était terrifiant. Seulement brisé par les battements erratiques de mon propre cœur. J'ai pensé à Rose. Est-ce que j'allais la rejoindre? Puis j'ai pensé à mes enfants. Il fallait que je les prévienne. Je ne pouvais pas partir comme ça. Avec une nouvelle vague d'adrénaline. J'ai attrapé mon téléphone portable. Celui que Rémi m'avait offert pour mon anniversaire. J'ai appuyé sur le numéro de Sophie. Une touche. C'était programmé. Elle a répondu après 2 sonneries. Papa? Ça va? C'est rare que tu appelles un dimanche après-midi. Sophie. Ma voix était un murmure.
L'ambulance arrive. Hôpital. Croix-Rousse. Papa. Qu'est-ce qui se passe? Papa. Je n'ai pas eu la force de répondre. J'ai raccroché et j'ai appelé Rémi. Même conversation. Encore plus brève. Puis, le noir a commencé à envahir les bords de ma vision. Je me souviens vaguement des sirènes. De plus en plus proches. Je me souviens de la porte qui s'ouvre avec fracas. Des visages inconnus et compétents penchés sur moi. Des voix professionnelles qui posaient des questions auxquelles je ne pouvais répondre. On m'a mis un masque à oxygène sur le visage. L'air frais qui entrait dans mes poumons était une bénédiction. Alors qu'on me transportait sur le brancard dans l'escalier étroit de mon immeuble. Je les ai vus. Sophie et Rémi. Ils étaient arrivés en même temps que l'ambulance. Leurs visages étaient déformés par l'inquiétude. Sophie avait les larmes aux yeux. Elle a attrapé ma main. Papa. Tiens bon. S'il te plaît. Tiens bon. Sa main était froide et tremblante. Rémi courait à côté du brancard. Son souffle court. On est là. Papa. On est là. Tu n'es pas seul. À cet instant, au milieu de la douleur et de la confusion, leurs paroles ont été un baume sur mon cœur. J'ai serré la main de ma fille. J'ai regardé mon fils. Et je me suis sentie profondément aimée. Je me suis dit que j'avais de la chance. Malgré cette épreuve terrible, j'avais mes enfants. C'était tout ce qui comptait. Ils étaient mon trésor, ma fierté. Le trajet en ambulance était un tourbillon de lumière et de son. Mais je n'étais pas seule. Leurs visages inquiets étaient la dernière chose que j'ai vue avant que tout ne devienne flou. À l'hôpital, tout s'est accéléré. Des médecins, des infirmières, des fils, des machines qui bipaient en rythme avec mon cœur affolé. On m'a fait des injections. La douleur dans ma poitrine a commencé à s'estomper, remplacée par une lourde fatigue. J'ai été admis dans une chambre du service de cardiologie. Une chambre partagée, avec un rideau pour seule intimité. Sophie et Rémi ne m'ont pas quitté. Ils se sont assis sur les chaises en plastique inconfortables à côté de mon lit. Ils parlaient à voix basse au médecin, posaient des questions. Leur voix était un murmure rassurant en arrière-plan. « Il va s'en sortir ?» demandait Sophie. « Son cœur est solide ?» s'inquiétait Rémi. Chaque question me semblait être une preuve de leur amour infini. Le médecin, un homme jeune et sérieux, est venu nous voir. « Monsieur Bernard, vous avez fait un infarctus. Mais vous avez eu de la chance. Vous avez appelé à temps. Nous vous avons stabilisé. Vous allez rester en observation quelques jours. Le temps de faire tous les examens nécessaires. Reposez-vous. C'est le plus important. Le repos. C'était tout ce que mon corps demandait. Les médicaments commençaient à faire effet, m'entraînant dans une brume cotonneuse. Mes paupières étaient lourdes. Si lourdes. Sophie a caressé mon front. Dors. Papa. On reste là. On veille sur toi. On t'aime. Papa. A ajouté Rémi. J'ai sombré dans un état de semi-conscience, flottant entre le sommeil et l'éveil. Leurs voix me parvenaient par bribes. Elles parlaient entre elles, croyant que j'étais complètement endormie. Au début, ce n'était que des fragments. Des soucis d'organisation. Je vais appeler mon patron demain matin, disait Sophie. Il va falloir qu'on s'organise pour les visites, répondait Rémi. Puis, le ton a changé. Le murmure est devenu plus confidentiel, plus urgent.
C'est là que j'ai entendu les premières notes de cette musique funèbre. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit? A demandé Rémi. Chut. Pas ici, a répondu Sophie. Mais ils ont continué, pensant que le bruit des machines couvrirait leur conversation. Tu te rends compte de ce que ça implique? S'il s'en sort? A insisté Rémi. Les soins. L'aide à domicile. On n'a pas les moyens? Sophie. Ni toi. Ni moi. Le cœur a commencé à me peser. Et pas à cause de l'infarctus. Je sais. Rémi. Je sais. A soupiré ma fille. Je passe mes nuits à faire des comptes. On est déjà sous l'eau. Je voulais ouvrir les yeux. Je voulais leur dire que je les entendais. Leur dire que je ne serais pas un fardeau. Mais mes membres étaient de plomb. Seul mon esprit était alerte. Piégé dans ce corps inerte. Et puis il y a la maison. A continué Rémi. Et sa voix était à peine audible. S'il n'était plus là. Ce serait notre seule chance de nous en sortir. De tout recommencer. La maison. Notre maison. Le sanctuaire de Rose. Il ne la voyait pas comme un héritage de souvenirs, mais comme un capital à liquider. Une simple transaction immobilière. Un silence a suivi. Un silence terrible. Lourd de tout ce qui n'était pas dit. J'ai senti le regard de Sophie sur moi. Je n'ai pas bougé. J'ai contrôlé ma respiration pour qu'elle reste lente et régulière. Comme celle d'un dormeur. Arrête. A finalement dit Sophie. Il vient de frôler la mort. On ne peut pas penser à ça maintenant. Sa réponse m'a offert une lueur d'espoir. Une minuscule lueur. Peut-être que ma fille, ma Sophie, avait encore un cœur. Mais la lueur s'est éteinte aussi vite qu'elle était apparue. On ne peut pas y penser maintenant? A-t-elle répété. Mais il faudra bien y penser? Rémi. Parce que la réalité, elle ne va pas disparaître. Le problème, il est toujours là. Et il ne fera que grandir. Le problème, c'était donc ça que j'étais devenue. Un problème. Pas un père. Pas un grand-père. Un problème à résoudre. Une équation compliquée dont la solution la plus simple était ma propre disparition. La fatigue m'a finalement emporté. Mais ce n'était plus un sommeil paisible. C'était une chute dans un abîme sombre, où les visages aimants de mes enfants se tordaient en masques avides et étrangers. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une certitude glaciale. La veille, j'avais eu une crise cardiaque. Mais la véritable attaque, celle qui avait vraiment brisé quelque chose en moi, venait tout juste de commencer. La lumière grise de Lyon filtrait à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital, éclairant sans pitié la poussière qui dansait dans les airs. La nuit avait été longue, hachée par les rondes des infirmières et le vacarme de mes propres pensées. Chaque bip de la machine à côté de moi semblait ponctuer la trahison de mes enfants. Bip. Un fardeau. Bip. La maison. Bip. La seule solution. Le sommeil n'avait été qu'une fuite temporaire, et le réveil me ramenait à une réalité encore plus cruelle que le souvenir de la douleur physique. Le petit déjeuner est arrivé sur un plateau en plastique. Une tasse de café tiède, une biscotte et un petit pot de confiture. J'ai mangé sans faim. Mécaniquement. Le regard perdu dans le vague. J'étais un homme brisé. Pas par la maladie, mais par la prise de conscience que ma vie, pour ceux que j'aimais le plus, avait moins de valeur que les murs d'une vieille maison. L'amour que je leur avais donné, inconditionnel, sans jamais rien demander en retour, n'avait pas suffi.
Ou peut-être, au contraire, en avais-je trop donné? Avais-je créé, sans le vouloir, deux adultes incapables de voir au-delà de leurs propres besoins? De leurs propres manques? Mes enfants sont arrivés en fin de matinée. Ils avaient apporté des magazines et un thermos de vrai café. Leurs visages semblaient tirés par la fatigue et l'inquiétude. Une inquiétude que je savais maintenant être fausse. Ou du moins, mal orientée. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi, mais pour eux-mêmes. Bonjour papa, a dit Sophie en déposant un baiser sur mon front. Le contact de ses lèvres m'a fait frissonner. C'était un baiser vide. Un geste appris. Dépourvu de toute chaleur. Tu as mieux dormi cette nuit? J'ai hoché la tête. Incapable de parler. La gorge nouée. Comment pouvais-je leur parler normalement? Après ce que j'avais entendu? Chaque mot serait un mensonge. On t'a apporté du bon café? A enchaîné Rémi avec un sourire forcé. Celui de l'hôpital doit être imbuvable. Il a versé le café dans une tasse. Ses mains tremblaient légèrement. Étaient-ce de la nervosité? De la culpabilité? Ou simplement de l'épuisement? Je les observais, allongés sur mon lit, feignant une faiblesse plus grande que la réalité. Je suis devenu un acteur. Un vieil homme malade et docile. C'était mon seul rôle possible. Ma seule défense. Je devais écouter. Je devais comprendre jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ils se sont assis. Et pendant un moment, nous sommes restés silencieux. Un silence inconfortable. Seulement troublé par les bruits de l'hôpital. Puis, ils ont commencé à parler de choses et d'autres. Du temps qu'il faisait. Des problèmes de voiture de Sophie. D'un client difficile de Rémi. Ils construisaient une façade de normalité. Une petite pièce de théâtre familial pour me rassurer. Mais je n'étais plus dans le public. J'étais en coulisses. Et je connaissais le script. J'ai fermé les yeux, prétendant m'assoupir. C'était le signal qu'ils attendaient. Leurs voix ont baissé d'un ton. Le médecin a dit qu'il devrait sortir dans quelques jours, a murmuré Sophie. Mais il ne pourra pas rester seul. Il aura besoin d'une surveillance constante au début. Et qui va faire ça? A demandé Rémi. Sur un ton que je n'ai pu qualifier que de plaintif. Toi. Tu travailles à plein temps et tu as les hauts à charge. Moi. Je dois courir après les contrats pour payer mes factures. On ne peut pas mettre nos vies entre parenthèses. Je ne sais pas. Rémi. Je ne sais pas. A sifflé Sophie. L'exaspération perçant dans sa voix. Tu crois que ça m'amuse? On est coincé. Coincé. Le mot était lâché. Une seconde fois. J'étais leur prison. Et ils cherchaient la clé pour s'en évader. On doit être pragmatique, a repris Rémi. Sa voix se faisant plus assurée. Comme s'il avait répété ce discours dans sa tête toute la nuit. Hier soir. On était sous le choc. Mais aujourd'hui. Il faut regarder les choses en face. La situation est intenable. Papa est diminué. Il ne sera plus jamais l'homme qu'il était. Ce serait cruel de le laisser se dégrader lentement dans cette grande maison vide. Cruel. C'était donc de la cruauté que de vouloir vivre? Où veux-tu en venir? A demandé Sophie. Même si je savais qu'elle connaissait déjà la réponse. Une maison de retraite. Une bonne. Un endroit où il serait en sécurité. Avec des soins adaptés. Mon sang s'est glacé. Finir ma vie dans un mouroir? Entouré d'étrangers? Loin de mes livres? De mon jardin? Des fantômes de ma vie avec Rose. C'était mon pire cauchemar.
Sophie a soupiré. Et on paie ça comment? Une bonne maison de retraite? Tu as vu les prix? C'est une fortune. Avec la maison? A répondu Rémi. Calmement. On la vend. L'argent de la vente paie la maison de retraite. Et le reste? Le reste nous permet de nous remettre à flot. C'est logique. C'est la seule solution sensée. La logique implacable de l'égoïsme. Tout était si clair pour lui. Vendre mes souvenirs pour financer leur avenir. M'enfermer pour qu'ils puissent être libres. Il n'acceptera jamais. Rémi. A dit Sophie. Tu le connais. Cette maison. C'est toute sa vie. C'est maman. Il préférerait mourir que de la quitter. La phrase est restée en suspens dans l'air de la chambre. Il préférerait mourir. Rémi n'a pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré, vibrant de sous-entendus terribles. Peut-être. A-t-il finalement murmuré. Et sa voix était si basse que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Peut-être qu'on pourrait l'aider à obtenir ce qu'il préfère. J'ai senti une nausée monter en moi. Ce n'était plus une simple conversation sur des problèmes d'argent. C'était une pente glissante. Et il venait de franchir une ligne. Rémi. Tais-toi. A chuchoté Sophie. Horrifiée. Mais il y avait dans sa voix plus de peur d'être entendue que de véritable indignation. Non. Écoute-moi. A insisté mon fils. Je ne parle pas de quelque chose de violent. Je parle de douceur. De compassion. Il souffre. Son cœur est fichu. Chaque jour sera une lutte. Est-ce que c'est vraiment ça? Une vie? Le laisser s'éteindre doucement? Dans son sommeil. Ce ne serait pas un service qu'on lui rendrait? Une dernière preuve d'amour? Une preuve d'amour. Assassiner son propre père? Et appeler ça une preuve d'amour. La perversion de sa pensée était si monstrueuse qu'elle m'a laissé sans voix. Même dans mon silence intérieur. J'ai serré les poings sous les draps. Mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. La haine. Un sentiment que je n'avais presque jamais ressenti de ma vie. Commençait à germer dans les ruines de mon cœur. Tu es fou, a dit Sophie. Mais sa voix manquait de conviction. C'était la protestation faible de quelqu'un qui commence à envisager l'inacceptable. Je suis réaliste, a corrigé Rémi. Pense à Léo. Ton fils. Tu veux qu'il grandisse en te voyant t'épuiser pour un vieil homme malade? Pense à toi. Tu mérites mieux que ça. On mérite tous mieux que ça. Il jouait sur sa corde la plus sensible. La culpabilité d'une mère? Le rêve d'une vie meilleure. Il était en train de la convaincre. De la corrompre. Comment? A-t-elle demandé? Et ce seul mot était une capitulation. Elle ne demandait plus pourquoi. Elle demandait comment. C'est facile, a dit Rémi. Il a des somnifères. Le médecin lui en a prescrit pour l'aider à dormir ici. Quelques pilules de plus dans sa tisane du soir. Personne ne le saura jamais. On dira que son cœur a lâché. Ce sera crédible. Ce sera même attendu. Le plan était là. Simple, brutal et terriblement efficace. Ma propre mort, scénarisée par mon fils, avec la complicité de ma fille. Je devais faire quelque chose. J'ai bougé légèrement dans mon lit, émettant un petit grognement, comme si je sortais d'un mauvais rêve. Ils se sont tus instantanément. Le silence est retombé, épais et coupable. J'ai lentement ouvert les yeux. Je les ai regardés. Leur visage affichait une sollicitude parfaite. Ça va? Papa?
a demandé Sophie. Sa voix douce et attentionnée. Tu as fait un cauchemar? Un cauchemar. Oh oui. Le pire de ma vie. Et je n'étais pas réveillée. Juste. Fatiguée. Ai-je réussi à articuler? Repose-toi, a dit Rémi, en me tapotant gentiment le bras. Son contact m'a brûlé. On va te laisser tranquille. On reviendra ce soir. Ils se sont levés pour partir. En passant la porte, Sophie s'est retournée. Nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, j'ai cru déceler une lueur de... Quoi? De pitié? De remords? Ou simplement la froide détermination de quelqu'un qui a pris une décision irrévocable? Quand ils sont partis, je suis restée seule avec leur plan monstrueux. La haine avait laissé place à une froide résolution. Ils me croyaient faible. Fini. Alors merci. Ils se trompaient. J'avais été professeur d'histoire. J'avais enseigné les grandes batailles, les stratégies, les retournements de situation. Je n'allais pas me laisser abattre sans me battre. Ma vie n'était peut-être plus un trésor pour eux. Mais pour moi, elle était tout ce qu'il me restait. Et j'allais la défendre. Ma première action a été de tendre la main vers le tiroir de ma table de chevet. Mon vieux téléphone portable y était. Celui que Rémi m'avait offert. L'ironie était amère. L'arme de ma contre-attaque m'avait été fournie par l'un de mes futurs assassins. J'ai ouvert l'application dictaphone. Je ne l'avais jamais utilisée, mais je savais qu'elle était là. J'ai fait un test. L'interface était simple. Un gros bouton rouge pour démarrer. Un carré pour arrêter. Ce soir, quand il reviendrait, je serai prêt. Je serai l'agneau qui attend les loups. Mais cette fois, l'agneau aurait un micro caché. Plus tard dans l'après-midi, une infirmière est entrée pour vérifier mes constantes. C'était une jeune femme souriante, pleine de vie. Vous avez l'air un peu mieux, Monsieur Bernard, m'a-t-elle dit. Vos enfants sont très dévoués. Ils appellent toutes les 2 heures pour prendre de vos nouvelles. J'ai esquissé un sourire triste. Oui, ai-je répondu. Très dévouée. Elle n'imaginait pas à quel point. La journée s'est étirée. Interminable. J'ai regardé les heures s'écouler sur la petite horloge murale. Chaque tic-tac me rapprochait de la confrontation silencieuse de ce soir. Je n'avais pas peur. La peur avait été remplacée par une sorte de calme étrange. Une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'étais plus seulement un père blessé. J'étais un survivant. Et ma guerre ne faisait que commencer. Le soir est tombé. La lumière dorée du crépuscule a été remplacée par l'éclairage blafard des néons de l'hôpital. J'ai entendu leurs pas dans le couloir avant même qu'ils n'arrivent à la porte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai glissé ma main sous l'oreiller. Mon pouce effleurant l'écran de mon téléphone. J'ai appuyé sur le bouton rouge. L'enregistrement a commencé. La porte s'est ouverte. Ils étaient là. Leurs sourires étaient des masques. Leurs paroles. Du poison enrobé de miel. Le spectacle pouvait commencer. Bonsoir papa, a dit Sophie. Elle tenait un petit sac en papier. Je t'ai apporté une tisane de la maison. Celle que tu aimes. À la verveine. Ça t'aidera à bien dormir. Bien dormir. Pour l'éternité. J'ai regardé la tasse fumante qu'elle me tendait. C'était donc ça. Le commencement de la fin. Ou peut-être le commencement de leur fin. Merci. Ma chérie. Ai-je dit. Ma voix tremblant légèrement.
C'est très gentil à toi. J'ai pris la tasse. Elle était chaude. Pleine de promesses. Des promesses de paix. De repos éternel. Et de preuves. Je tenais la tasse de tisane entre mes mains tremblantes. La chaleur du liquide se propageait à travers la porcelaine. Mais un froid glacial me parcourait de l'intérieur. Cette tisane, ce symbole de soin et de réconfort, était devenue une arme. Une potion destinée à m'envoyer dans un sommeil dont je ne me réveillerais pas. Je les regardais, Sophie et Rémi, qui s'installaient près de mon lit avec une normalité terrifiante. Ils parlaient du dîner qu'ils avaient mangé, d'un film qu'ils voulaient voir. Des banalités qui sonnaient faux. Comme une musique désaccordée dans une pièce silencieuse. Mon téléphone, caché sous l'oreiller, enregistrait chaque mot. Chaque soupir. C'était ma seule encre. Ma seule lueur d'espoir dans cette obscurité. Bois ta tisane. Papa. Elle va refroidir? A dit Sophie avec une douceur calculée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je voulais y voir une hésitation. Un doute. Mais il n'y avait rien. Juste une attente. Une impatience à peine voilée. J'ai porté la tasse à mes lèvres. L'odeur de la verveine. Une odeur que j'associais à la tranquillité et aux soirées passées en famille. Me donnait la nausée. Je n'ai pas bu. J'ai fait semblant de prendre une petite gorgée. Puis j'ai reposé la tasse sur la table de chevet. Elle est un peu chaude. Ai-je menti? Ma voix rauque. Je vais attendre un peu. Rémi a jeté un regard rapide à sa sœur. Un regard qui disait, sois patiente. D'accord. Papa. A-t-il dit. Prends ton temps. Il fallait que je gagne du temps. Il fallait que je les fasse parler davantage. Que je solidifie mes preuves. J'ai beaucoup pensé aujourd'hui. Ai-je commencé? D'une voix faible et fatiguée. J'ai pensé à votre mère. Le nom de Rose a semblé jeter un froid. Elle aurait été si inquiète de me voir ici. Ai-je continué? Mais elle aurait été fière de vous voir si présent? Si attentionné. J'ai marqué une pause, observant leur réaction. Sophie a baissé les yeux, l'air mal à l'aise. Rémi, lui, a gardé son calme. C'était lui. Le plus dangereux des deux. Le plus déterminé. On fait juste ce qu'il faut. Papa, a-t-il dit. On t'aime. Les mots flottaient dans l'air. Empoisonnés. Je sais que je vais être un fardeau pour vous. Ai-je dit. En jouant la carte de la pitié. Un vieil homme malade. Ça va coûter cher. Ça va vous prendre du temps. Ne dis pas de bêtises. A coupé Sophie. Un peu trop vite. Tu n'es pas un fardeau. On trouvera des solutions. Quelles solutions? Ai-je demandé? Innocemment. Je ne veux pas vous ruiner. Je ne veux pas détruire vos vies. J'ai vu l'étincelle dans les yeux de Rémi. J'avais ouvert la porte qui l'attendait. On en a discuté. Sophie et moi. A-t-il commencé? Avec un ton faussement compatissant. On pense qu'il y a un moyen pour que tu sois bien soigné? Et pour que nous puissions continuer à vivre. Ah oui. Ai-je demandé. La maison? Papa? A-t-il dit. On pourrait la vendre. Le silence est retombé. J'ai attendu. Le cœur battant à tout rompre. Et avec l'argent? A continué Rémi. On pourrait te payer le meilleur endroit qui soit. Une résidence médicalisée de luxe. Avec des infirmières 24 heures sur 24. Des activités. Tu ne manquerais de rien. Une maison de retraite?
ai-je dit. Le mot sonnant comme une condamnation. On ne dirait pas ça comme ça, a corrigé Sophie. C'est un foyer pour seniors. C'est très différent. Tu serais en sécurité. Et vous? Ai-je demandé. Qu'est-ce que vous feriez du reste de l'argent? Le moment de vérité. Rémi a eu un léger rictus. On s'en sortirait. Papa. Ça nous donnerait un nouveau départ. On pourrait enfin respirer. Respirer. Le mot revenait sans cesse. Ma mort, ou du moins ma disparition, était l'oxygène dont ils avaient besoin pour survivre. Je ne quitterai jamais ma maison, ai-je dit fermement, ma voix se brisant à la fin. C'est la maison de Rose. C'est ma maison. Je préférerais mourir. J'avais prononcé la phrase fatidique. Celle que Sophie avait anticipée. Rémi a posé sa main sur la mienne. Son contact était glacial. On sait. Papa. On sait que c'est difficile à entendre? A-t-il dit avec une tendresse de serpent. C'est pour ça qu'on veut te rendre les choses plus faciles. On veut juste que tu ne souffres pas. Que tu t'endormes paisiblement. Sans angoisse. Sans peur. Il regardait la tasse de tisane. Son message était clair. L'enregistrement captait tout. La proposition. Les sous-entendus. Le plan qui se dessinait mot après mot. La tisane a dû refroidir maintenant? A dit Sophie. Sa voix à peine un murmure. Je savais que je ne pouvais pas continuer ce jeu plus longtemps. Mon cœur ne le supporterait pas. J'ai attrapé la tasse. Sous leurs yeux avides. J'ai fait un geste brusque et maladroit. Comme si ma main avait été prise d'un spasme. La tasse a basculé. Le liquide ambré s'est renversé sur les draps blancs, formant une tache sombre qui s'étendait lentement. Oh! Zut! Ai-je dit. Avec une frustration feinte. Quelle maladresse! Sophie a poussé une exclamation de contrariété. Rémi a serré les mâchoires. Leur plan venait d'échouer. Pour ce soir. Ce n'est rien. Papa. A dit Sophie. En attrapant des mouchoirs en papier pour éponger le liquide. On t'en refera une demain. Demain. Ils n'abandonnaient pas. Ils allaient réessayer. Ils sont restés encore un peu. Mais la conversation était morte. Ils étaient visiblement déçus et pressés de partir. Quand ils ont finalement quitté la chambre. J'ai attendu plusieurs minutes. Le cœur battant la chamade. Puis. J'ai sorti mon téléphone. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai mis mes écouteurs. Que j'avais toujours dans la poche de ma veste de pyjama. J'ai réécouté. C'était là. Tout était là. Leur voix. Claire et distincte. Le projet de la maison de retraite. La suggestion de Rémi de m'aider à obtenir ce que je préférais. La mention des pilules. L'insistance de Sophie pour que je boive la tisane. C'était accablant. C'était ma police d'assurance. Mon arme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon esprit tournait à plein régime. La colère et la tristesse avaient fait place à une stratégie froide. Il ne suffisait pas d'avoir des preuves. Il fallait que j'agisse. Et vite. Le lendemain matin, dès que j'ai été seule, j'ai appelé Marcel. Marcel. C'est Arthur. Ai-je dit à voix basse. Arthur. Mon ami. Comment vas-tu? Je voulais passer te voir. Mais avec les restrictions. Écoute-moi. Marcel. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai besoin de ton aide. C'est une question de vie ou de mort.
Le ton de ma voix a dû l'alerter. Il est devenu sérieux immédiatement. Je t'écoute. Dis-moi tout. J'ai besoin que tu contactes un notaire. Pas un grand cabinet. Quelqu'un de discret. De confiance. Un vieux de la vieille. Si possible. Et il faut qu'il vienne me voir ici. À l'hôpital. Aujourd'hui. Un notaire? Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. Mais crois-moi. C'est vital. Dis-lui de se faire passer pour un cousin. Un vieil ami. Personne ne doit savoir qu'il est notaire. Surtout pas mes enfants. Il y a eu un silence. Marcel me connaissait depuis 40 ans. Il savait que je n'étais pas un homme à faire du théâtre. D'accord, a-t-il dit. Je connais quelqu'un. Maître Dubois. Il a son étude sur le plateau. Un homme droit. À la retraite mais il prend encore quelques dossiers pour les amis. Je l'appelle tout de suite. Il sera là cet après-midi. Merci. Marcel. Je te dois la vie. Ne dis pas de bêtises. On est amis. Fais attention à toi. J'ai raccroché. Le cœur un peu plus léger. Le premier pion de ma contre-attaque était en place. J'ai passé le reste de la matinée à réfléchir à ce que j'allais faire. La décision était douloureuse. Mais elle me semblait être la seule possible. La seule juste. La maison. Le cœur de la dispute. Le prix de ma vie. Il la voulait tant? Très bien. Mais il ne l'aurait pas. Quand Maître Dubois est arrivé, c'était un homme petit. Sec. Avec des yeux vifs et intelligents derrière des lunettes en écaille. Il portait un costume un peu usé et une mallette en cuir. Il ressemblait plus à un vieil oncle de province qu'à un homme de loi. Parfait. Il s'est approché de mon lit. Mon cher Arthur. A-t-il dit d'une voix forte pour que les infirmières puissent entendre. Ça fait un bail. Marcel m'a dit que tu avais eu une petite alerte. Merci d'être venu. Cousin. Ai-je répondu sur le même ton. Une fois le rideau tiré. Son expression a changé. Marcel m'a dit que c'était urgent. Je vous écoute. Je n'ai pas fait de long discours. J'ai sorti mon téléphone et mes écouteurs. Écoutez ça. Maître. Ai-je dit. Il a mis les écouteurs. Le visage impassible. Pendant les 10 minutes qu'a duré l'enregistrement, ses sourcils se sont froncés de plus en plus. Ses lèvres se sont pincées. Quand il a retiré les écouteurs, il est resté silencieux un long moment, me fixant. Mon Dieu, a-t-il finalement murmuré. C'est monstrueux. C'est la réalité. Ai-je dit. Et maintenant? Je veux changer mon testament. Intégralement. Je comprends. A-t-il dit en sortant un carnet et un stylo de sa mallette. Quelles sont vos volontés? J'ai pris une grande inspiration. Les mots me brûlaient la gorge. Mais je les ai prononcés avec une clarté sans faille. Je déshérite mes 2 enfants. Sophie Bernard et Rémi Bernard. Totalement. Ils ne recevront pas un centime. Pas une pierre de cette maison. Maître Dubois a noté. Sans un mot. La maison. Mon unique bien de valeur. Je souhaite la léguer en intégralité. Je veux créer une fondation. Elle portera le nom de ma femme. La Fondation Rose Bernard. Son but sera d'offrir des bourses d'études à des jeunes méritants du quartier de la Croix-Rousse. Des jeunes qui, comme moi, viennent de milieux modestes et qui n'ont que leur travail pour réussir. Le notaire a relevé la tête, ses yeux brillants d'une lueur d'admiration.
La fondation sera gérée par un conseil d'administration composé de 3 personnes, mon ami Marcel, le directeur du collège où j'ai enseigné, et vous-même, maître. Si vous acceptez. Ce serait un honneur, a-t-il répondu. Très bien. Préparez les documents. Il faut que ce soit fait le plus vite possible. Avant qu'ils ne réussissent leur coup. Il y a un problème. Monsieur Bernard, a dit Maître Dubois. Pour qu'un testament holographe soit valide, il doit être entièrement écrit de votre main, daté et signé. Et il nous faudra le faire enregistrer. Vu votre état et le lieu où nous nous trouvons, je peux écrire. Les jeux interrompus. Ma main tremble un peu. Mais je peux le faire. Donnez-moi du papier. Il a sorti une feuille de papier de sa mallette. Lentement. Péniblement. J'ai commencé à écrire. Chaque lettre était un effort. Chaque mot était une victoire. C'était l'acte le plus important de ma vie. Je n'écrivais pas seulement mes dernières volontés. J'écrivais ma vengeance. J'écrivais ma libération. J'écrivais la survie de tout ce en quoi Rose et moi avions cru, le travail, le mérite et la générosité. Pendant que j'écrivais, le médecin est entré. Il a semblé surpris de voir Maître Dubois. Ah! Vous avez de la visite. Ne vous fatiguez pas trop. Monsieur Bernard. Il a consulté mon dossier. Vos constantes sont bonnes. Si tout continue comme ça, vous pourrez sortir dans 2 jours. 2 jours. Le compte à rebours était lancé. Les 2 jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. Je vivais dans un état de tension permanente, partagé entre la peur que mes enfants ne tentent quelque chose avant ma sortie, et l'impatience de mettre mon plan à exécution. Chaque fois qu'ils entraient dans la chambre, avec leur sourire de façade et leurs paroles mielleuses, je devais puiser au plus profond de moi pour jouer mon rôle de père affaibli et reconnaissant. C'était un supplice. Le testament était écrit. Ma main tremblait tellement que mon écriture était à peine lisible. Mais l'essentiel y était. Maître Dubois l'avait récupéré et avait promis de lancer les démarches officielles dès que possible. Il m'avait laissé une copie, que je gardais précieusement pliée en 4 dans la poche de mon pyjama, contre ma peau, comme un talisman. C'était le seul document qui comptait désormais. Sophie et Rémi, de leur côté, redoublaient d'attention. Ils m'apportaient des plats cuisinés de la maison, des livres, des journaux. Chaque geste, qui m'aurait autrefois touché en plein cœur, me paraissait maintenant suspect. La soupe de légumes de Sophie avait-elle un goût étrange? Le jus de fruits que Rémi m'avait versé était-il plus trouble que d'habitude? Je devenais paranoïaque. Je ne mangeais que la nourriture de l'hôpital, prétextant un manque d'appétit ou des consignes médicales strictes. Je voyais bien leur déception, leur frustration contenue. Ils cherchaient une ouverture, une occasion, et je leur fermais toutes les portes. Le soir précédant ma sortie, ils sont venus me voir avec un air particulièrement grave. Papa, il faut qu'on parle de l'avenir. A commencé Sophie. On a réfléchi. On a trouvé une solution qui devrait te plaire. J'ai attendu, le cœur glacé. On ne va pas te mettre dans une maison de retraite? A-t-elle continué, insistant sur les guillemets avec un mépris fin. On va s'occuper de toi. À la maison. J'ai froncé les sourcils, surpris par ce changement de stratégie. Comment ça? Ai-je demandé. C'est simple. A pris le relais Rémi. Avec l'enthousiasme d'un vendeur de voitures d'occasion. Sophie va prendre un congé sans solde pour s'installer avec toi les premiers temps. Et moi?
Je viendrai tous les jours. On va se relayer. Tu ne seras jamais seul. On va te chouchouter. Le piège était évident. S'ils ne pouvaient pas me faire avaler leur poison à l'hôpital, sous la surveillance des infirmières, ils le feraient chez moi, où je serais à leur entière merci. Une fois la porte de mon appartement refermée derrière moi, je serais leur prisonnier. C'est très gentil de votre part, ai-je balbutié, jouant la carte de l'émotion. Je ne sais pas si je mérite autant de dévouement. Bien sûr que si. Tu le mérites, a dit Sophie en me caressant la main. Tu es notre père. On veut juste ton bien. Que tu sois en paix. En paix. Le mot revenait. Encore et toujours. Leur sémantique de la mort était bien rodée. Je devais trouver un moyen de leur échapper. Mon plan initial était de rentrer chez moi, puis de contacter Marcel. Mais leur nouvelle proposition rendait cela impossible. Ils allaient me coller comme des sangsues. Il fallait que je disparaisse dès ma sortie de l'hôpital. Le lendemain matin, le médecin a signé mon autorisation de sortie. Vos enfants viendront vous chercher vers 11h. M'a-t-il dit. Dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai appelé Marcel. C'est le jour J. Lui ai-je dit à voix basse. Mais il y a un changement de plan. Ils veulent s'installer chez moi pour s'occuper de moi. Tu comprends ce que ça veut dire. Les salauds, a grogné Marcel. Ne t'inquiète pas. J'ai une idée. Fais ton sac. Je suis là dans 20 minutes. J'ai rassemblé mes quelques affaires avec une hâte fébrile. J'ai enfilé mes vêtements. Mes mains tremblant d'adrénaline. Chaque minute semblait en durer 10. Et si Sophie et Rémi arrivaient plus tôt? À 9h30 précise, Marcel est entré dans la chambre. Il portait une casquette et des lunettes de soleil. L'air d'un touriste égaré. On y va, a-t-il dit simplement. En prenant mon petit sac. Il m'a aidé à me lever. Je me sentais encore faible. Mais la perspective de la liberté me donnait des forces. Nous avons marché dans le couloir. Lentement. Personne ne nous a prêté attention. Pour le personnel, j'étais juste un patient de plus qui rentrait chez lui. Accompagné d'un ami. Devant l'hôpital, la vieille Peugeot de Marcel nous attendait. Je me suis engouffrée à l'intérieur, le cœur battant à tout rompre. Marcel a démarré sans un mot. Dans le rétroviseur, j'ai vu la façade de l'hôpital de la Croix-Rousse s'éloigner. J'avais l'impression de m'évader de prison. Où est-ce qu'on va? Ai-je demandé. Le souffle court. Chez moi, a répondu Marcel. C'est la meilleure cachette. Ils ne viendront jamais te chercher là. Tu y resteras le temps qu'il faudra. Ma femme, Simone, est au courant de tout. Elle te prépare déjà une chambre. Les larmes me sont montées aux yeux. La bonté simple et évidente de cet homme contrastait si violemment avec la duplicité de mes propres enfants. Je ne sais pas comment te remercier. Marcel. Un ami. C'est fait pour ça, a-t-il dit en me donnant une tape sur l'épaule. Et puis, ça me fera un partenaire pour la belote. Pendant ce temps, le drame se jouait à l'hôpital. J'ai imaginé la scène. Sophie et Rémi arrivant à 11h. Un bouquet de fleurs à la main. Le visage paré de leur plus beau masque de sollicitude. Ils entrent dans la chambre et la trouvent vide. Le lit fait. Propre. La confusion. D'abord. Puis l'inquiétude. Il demande à l'accueil. Monsieur Bernard? Ah oui. Il est parti ce matin. Vers 9h30? Leur répond l'infirmière. Parti?
Mais avec qui? Avec un ami? Je crois. Un homme avec une casquette. La panique. Leur proie s'était échappée. Leur plan, si soigneusement élaboré, venait de s'effondrer. Ils devaient être fous de rage. Fous d'inquiétude. Non pas pour moi, mais pour leur avenir qui venait de s'envoler. J'ai presque souri en pensant à leur désarroi. Installé dans la chambre d'amis de Marcel et Simone, un petit cocon douillet qui sentait la lavande, j'ai enfin pu respirer. J'étais en sécurité. Pour l'instant. Le lendemain, Maître Dubois est venu nous voir. Les documents sont prêts et officiellement enregistrés, a-t-il annoncé. Votre Nouveau Testament est désormais le seul qui soit légalement valide. J'ai également préparé les courriers pour vos enfants. Je leur envoie aujourd'hui. En recommandé avec accusé de réception. Ils devraient les recevoir demain ou après-demain. Qu'est-ce que vous leur dites exactement? Ai-je demandé. Je les informe de vos nouvelles dispositions testamentaires? De manière très formelle. Je leur précise que vous avez légué l'intégralité de vos biens à la Fondation Rose Bernard. Et j'ajoute une petite phrase. À votre demande, votre père est en sécurité et ne souhaite pas être contacté pour le moment. Toute tentative de le joindre sera considérée comme du harcèlement. C'était parfait. La bombe était armée. Il ne restait plus qu'à attendre qu'elle explose. 2 jours plus tard, mon téléphone, que j'avais gardé allumé, s'est mis à vibrer frénétiquement. C'était Sophie. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé immédiatement. Puis encore. Et encore. Ensuite, ce fut le tour de Rémi. Des appels manqués. Les uns après les autres. Puis les messages ont commencé à affluer. Le premier de Sophie, papa. On a reçu une lettre d'un notaire. C'est une blague? Appelle-moi tout de suite. Je suis morte d'inquiétude. Le premier de Rémi, c'est quoi cette histoire? Tu es où? Quelqu'un te manipule. On arrive. J'ai lu leur message avec un calme olympien. L'inquiétude. La manipulation. Ils retournaient la situation? Se posant en victime. C'était prévisible. J'ai attendu 1 heure. Le temps que la panique monte encore d'un cran. Puis, j'ai décidé de les appeler. Pas avec mon téléphone, mais avec celui de Marcel. Un numéro qu'il ne connaissait pas. J'ai appelé Sophie. Elle a décroché à la première sonnerie. Allô? C'est moi. Sophie. Un silence. Puis une explosion. Papa. Mais où es-tu? Tu te rends compte de l'angoisse dans laquelle tu nous laisses? On a reçu ce papier absurde. Tu as été manipulé? C'est certain. C'est ce Marcel? Il t'a monté la tête contre nous. Personne ne m'a manipulé? Ai-je dit. Ma voix plate et sans émotion. J'ai pris ma décision en toute conscience. Mais pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? Ai-je répété. Un rire amer m'échappant. Ou tout ce que vous comptiez me faire? Nouveau silence à l'autre bout du fil. Un silence coupable. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oh. Je pense que tu comprends très bien. Je comprends tout. Moi aussi. Maintenant. J'ai compris votre petit plan. La maison de retraite. La tisane. Votre dernière preuve d'amour. J'ai entendu son souffle se couper. Elle était piégée. Papa. Ce n'est pas ce que tu crois. On était stressés.
On disait n'importe quoi. J'ai tout enregistré. Sophie. Les jeux coupés. Chaque mot. Chaque proposition. La conversation où vous planifiez ma mort pour vendre ma maison. C'est dans un coffre en lieu sûr. Si jamais vous tentez de contester mon testament, cet enregistrement sera rendu public. Le silence qui a suivi était total. Un silence de mort. Je pouvais l'imaginer. Le visage blême. Le téléphone collé à l'oreille. Le monde s'effondrant autour d'elle. Tu ne peux pas faire ça. A-t-elle finalement balbutié. Je peux. Et je l'ai fait. Ai-je dit. La maison de Rose servira à aider des jeunes qui en ont besoin. Pas à financer la vie de 2 personnes qui ont jugé que leur confort valait plus que la vie de leur père. J'ai entendu Rémi crier en arrière-plan. C'est lui. Passe-le-moi. Sophie a dû lui passer le téléphone. Papa? La voix de Rémi était tendue. Agressive. Tu es en train de détruire cette famille. Quelle famille? Rémi. Ai-je demandé. Celle qui complote dans une chambre d'hôpital? Cette famille-là est déjà détruite. Et c'est vous qui l'avez tuée. On ne va pas se laisser faire. On va prouver que tu n'as plus toute ta tête. Essayez. Ai-je répondu calmement. Mais souvenez-vous de l'enregistrement. Pensez à votre réputation. Pensez à la prison. Il a juré. Un flot d'insultes. Je l'ai écouté sans rien dire. Quand il a eu fini, j'ai ajouté une dernière chose. Ne cherchez plus à me contacter. Jamais. Pour moi, vous n'existez plus. Vous avez voulu me faire disparaître. Félicitations. Vous avez réussi. C'est vous qui avez disparu de ma vie. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. Une paix étrange m'a envahi. C'était fait. Le lien était rompu. C'était une amputation. Douloureuse mais nécessaire pour survivre. J'étais seule. Mais pour la première fois depuis des jours, je n'étais plus une victime. J'étais libre. La conversation téléphonique a été comme une détonation dont l'écho a continué de résonner pendant des jours. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le fauteuil du salon de Marcel, le regard perdu dans le jardin. Simone, sa femme, m'a apporté une tasse de café chaud sans dire un mot. Elle avait cette sagesse des gens qui comprennent que parfois, le silence est le seul réconfort possible. J'ai bu le café. Et chaque gorgée semblait laver un peu de l'amertume que j'avais dans la bouche. Les jours suivants, mon téléphone est resté silencieux. La menace de l'enregistrement avait visiblement été efficace. Ils avaient compris que je n'étais pas en train de bluffer. La guerre ouverte était terminée, laissant place à une sorte de paix armée, froide et distante. Je savais qu'ils ne laisseraient pas tomber si facilement. Mais pour l'instant, j'avais gagné une bataille décisive. Vivre chez Marcel et Simone était étrange. Leur gentillesse et leur sollicitude constante me rappelaient ce qu'une vraie famille devrait être. Simone s'assurait que je mangeais bien, que je prenais mes médicaments à l'heure. Marcel m'emmenait faire de petites promenades sur les quais de Saône quand le temps le permettait, pour que je reprenne des forces. Nous parlions de tout et de rien, de politique, du dernier match de l'Olympique lyonnais, de nos souvenirs de jeunesse dans le quartier. Nous ne parlions presque jamais de Sophie et Rémi. C'était un sujet tabou. Une blessure que Marcel comprenait qu'il ne fallait pas toucher. Pourtant, malgré leur chaleur humaine, une profonde mélancolie m'envahissait chaque soir. En me couchant dans cette chambre d'amis, je pensais à ma maison, à quelques rues de là. Elle était vide.
Silencieuse. Mon lit. Mes livres. La photo de Rose. Tout mon univers était là-bas. À l'abandon. J'étais un exilé dans ma propre ville. Tu ne peux pas rester ici éternellement. Arthur, m'a dit Marcel un soir. Alors que nous jouions aux cartes. Il va falloir que tu rentres chez toi. J'ai peur. Marcel. Ai-je avoué? La voix basse. Peur de les y trouver. Peur de ne plus m'y sentir chez moi. Ils n'oseront pas venir? A-t-il affirmé. Pas après ce que tu leur as dit. Et puis. Tu ne seras pas seul. Je passerai tous les jours. Les voisins veilleront aussi. À la Croix-Rousse. On se serre les coudes. Il avait raison. Je ne pouvais pas laisser leur noirceur souiller le seul endroit où je me sentais encore proche de Rose. Une semaine après ma sortie de l'hôpital, j'ai décidé de rentrer. Marcel m'a accompagné. Quand j'ai inséré la clé dans la serrure, ma main tremblait. La porte s'est ouverte en grinçant doucement. L'appartement était plongé dans la pénombre. Les volets fermés. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. C'était ma maison. Mais elle semblait étrangère. Endeuillée. Marcel a ouvert les volets, laissant entrer la lumière. La poussière s'était accumulée sur les meubles. Une tasse de café. Celle de mon dernier petit déjeuner avant la crise cardiaque. Était encore sur la table basse. Tout était figé dans le temps. Comme sur une scène de crime. Allez. On va aérer tout ça. A dit Marcel avec un entrain forcé. Un bon coup de ménage. Et ce sera comme avant. Mais je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Les premières semaines furent difficiles. La solitude était écrasante. Chaque bruit dans l'escalier me faisait sursauter. Je m'attendais à chaque instant à voir Sophie ou Rémi débouler. En larmes ou en colère. Mais ils ne sont pas venus. Leur silence était presque plus effrayant que leurs menaces. Maître Dubois m'a appelé pour me tenir au courant. Ils ont pris un avocat. M'a-t-il dit. Un certain maître Fournier. Il m'a contacté pour demander une médiation familiale et contester la validité du testament, arguant d'une altération de vos facultés mentales suite à votre accident cardiaque. Et alors? Ai-je demandé. Le cœur serré. Ne vous inquiétez pas. Je lui ai envoyé une réponse très sèche. Je lui ai expliqué que vous aviez pris vos dispositions en pleine possession de vos moyens, et que toute tentative de procédure judiciaire se heurterait à des preuves irréfutables de leur comportement. Preuves qui pourraient d'ailleurs relever du pénal. Je lui ai suggéré de conseiller à ses clients d'accepter votre décision. Pour leur propre bien. Pensez-vous qu'ils vont insister? Honnêtement? Je ne pense pas. Ils n'ont pas d'argent pour financer une longue bataille juridique. C'est du bluff. Ils espèrent vous faire peur. Vous faire céder. Ne leur donnez pas ce plaisir. Sa confiance m'a rassuré. Mais une partie de moi restait sur ses gardes. Je savais de quoi ils étaient capables quand ils étaient désespérés. La vie a repris son cours. Lentement. Péniblement. J'ai recommencé à faire mes madeleines le dimanche. Mais elles n'avaient plus le même goût. La joie avait disparu. Remplacée par un sentiment de devoir. Je le faisais pour Rose. Pour honorer sa mémoire. Mais mon cœur n'y était plus. Un après-midi. Alors que je lisais dans mon salon. On a sonné à la porte. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé par le Judas. Ce n'était ni Sophie. Ni Rémi. C'était une jeune femme que je ne connaissais pas. L'air timide et embarrassé. J'ai ouvert avec prudence. Monsieur Bernard? A-t-elle demandé. Oui. C'est moi.
Je suis la voisine du troisième. Madame Chevalier. Je viens d'emménager. Marcel. Votre ami m'a dit que vous étiez professeur d'histoire à la retraite. C'est exact. Voilà. Mon fils. Lucas. Il est en quatrième. Il a de grosses difficultés en histoire. Il risque le redoublement à cause de ça. Je me demandais si, par hasard, vous accepteriez de lui donner quelques cours de soutien? Bien sûr. Je vous paierai. J'ai été pris de court. Depuis ma retraite, j'avais rangé mes livres d'école et ma passion pour l'enseignement. L'idée de m'y remettre. Je ne sais pas. Madame. S'il vous plaît. Monsieur. A-t-elle insisté. Je suis seule pour l'élever. Je travaille beaucoup. Je ne sais plus comment l'aider. Marcel m'a dit que vous étiez le meilleur professeur du quartier. Le meilleur professeur du quartier. Cette simple phrase a réveillé quelque chose en moi. Une vieille fierté. Une flamme que je croyais éteinte. J'ai regardé cette mère inquiète. Et j'ai vu un reflet de ma propre solitude. De son propre dévouement. Faites-le monter demain après l'école. Ai-je dit. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Et ne vous inquiétez pas pour l'argent. Le soulagement sur son visage a été ma première vraie récompense depuis bien longtemps. Le lendemain, Lucas est arrivé. C'était un garçon renfermé. Le regard fuyant. Convaincu d'être nul. Nous nous sommes installés à la grande table de la salle à manger. Celle où j'avais autrefois aidé Sophie et Rémi à faire leurs devoirs. Les souvenirs menaçaient de m'envahir. Mais je les ai repoussés. J'ai commencé à parler à Lucas. Pas de date. Pas de bataille. Je lui ai parlé des hommes. Des rois. Des reines. Des explorateurs. Des révolutionnaires. Je lui ai raconté l'histoire comme une aventure. Pleine de passion. De trahison et de courage. Pour la première fois. J'ai vu une lueur d'intérêt dans ses yeux. À la fin de l'heure. Il a rangé ses affaires. C'est moins ennuyeux que ce que je pensais. A-t-il marmonné. C'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire. Lucas est revenu 2 fois par semaine. Ses notes ont commencé à remonter. Mais plus important encore, il a commencé à s'ouvrir. Il me parlait de ses amis, de ses rêves. Il était devenu le petit-fils que je n'avais jamais vraiment eu la chance de connaître. Le fils de Sophie. Léo. Habitait loin. Et je le voyais rarement. Le bouche à oreille a fait son effet dans le quartier. Bientôt, une autre mère m'a contacté. Puis une autre. Ma salle à manger s'est transformée en salle d'études improvisée. 3 après-midi par semaine. La maison, autrefois si silencieuse, résonnait des voix de ces adolescents, de leurs questions, de leurs rires. Je n'étais plus seule. J'avais un but. J'étais redevenu ce que j'avais toujours été, un passeur de savoir. Maître Dubois m'a appelé 1 mois plus tard. J'ai des nouvelles. M'a-t-il dit. L'avocat de vos enfants a retiré sa plainte. Ils abandonnent. Pourquoi? Ai-je demandé. Je pense qu'il leur a bien fait comprendre qu'ils n'avaient aucune chance. Et que la procédure risquait de se retourner contre eux. Surtout avec votre enregistrement. Ils ont dû se rendre à l'évidence. J'ai ressenti un immense soulagement. La menace légale était écartée. J'ai également commencé les démarches pour la fondation. A continuer le notaire. Cela prendra du temps? Bien sûr. Mais tout est en bonne voie. La fondation Rose Bernard verra le jour. En raccrochant, j'ai regardé autour de moi.
La lumière du soir filtrait à travers la fenêtre, éclairant les livres et les cahiers éparpillés sur la table. La maison n'était plus un mausolée. Elle était redevenue un lieu de vie. Un lieu de transmission. L'héritage de Rose n'était pas fait de pierre et de poutres. C'était cet esprit de partage, cette soif d'apprendre. Mes enfants n'avaient pas compris cela. Mais ces jeunes, eux, le comprenaient sans même le savoir. Un soir, alors que le dernier élève venait de partir, on a sonné à l'interphone. Mon cœur a eu un raté. C'était une voix de femme. C'est Sophie. S'il te plaît. Papa. Ouvre-moi. Je suis seule. Je dois te parler. La voix de Sophie à travers l'interphone a fait l'effet d'une décharge électrique. Mon premier réflexe a été l'instinct de survie, ne pas ouvrir. Ne pas répondre. La laisser dehors avec ses fantômes. La blessure était trop profonde. La méfiance trop ancrée. J'ai posé la main sur le bouton rouge pour couper la communication. Mais quelque chose m'a retenu. C'était peut-être une curiosité morbide, ou le vestige infime d'un amour paternel qui refusait de mourir complètement. Que pouvait-elle bien vouloir? Après tout ça? Après le silence? Les menaces voilées et l'abandon de la procédure judiciaire? S'il te plaît. Papa. A-t-elle répété? Sa voix brisée par une pointe de désespoir qui semblait, cette fois, authentique. Juste 5 minutes. Sur le pas de la porte si tu veux. Mais je dois te voir. J'ai hésité longuement. Mon esprit me hurlait de rester barricadé. De protéger la paix que je commençais à peine à reconstruire. Mais mon cœur, ce traître stupide, murmurait autre chose. C'était ma fille. Ma chair et mon sang. J'ai pris une grande inspiration. Comme un plongeur avant de s'élancer dans une eau glacée. J'ai appuyé sur le bouton pour déverrouiller la porte de l'immeuble. J'ai attendu derrière ma propre porte. L'oreille collée au bois. J'ai entendu le bruit de l'ascenseur. Puis des pas lents dans le couloir. Des pas hésitants. Ce n'était pas l'assurance d'une femme venue réclamer son dû. Mais la démarche de quelqu'un de vaincu. Les coups frappés à la porte étaient doux. Presque timides. J'ai ouvert. Mais seulement de quelques centimètres. Gardant la chaîne de sécurité en place. Et je l'ai vue. Ce n'était plus la femme froide et déterminée de la chambre d'hôpital. Le changement était saisissant. Elle avait maigri. Des cernes sombres creusaient ses yeux. Et ses cheveux, d'habitude impeccablement coiffés, étaient ternes et attachés à la va-vite. Elle portait un jean usé et un simple pull gris, bien loin des tenues soignées qu'elle arborait d'habitude. Elle ressemblait à une naufragée. « Papa » a-t-elle murmuré. Elle avait les larmes aux yeux. Je n'ai rien dit. J'ai attendu, le visage fermé. Je voulais juste te demander pardon. Le mot m'a surpris. Je m'attendais à des reproches, à des supplications, à une nouvelle tentative de manipulation. Pas à des excuses. Pardon pourquoi? Sophie. Ai-je demandé? Ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Pour avoir voulu me placer dans un mouroir? Ou pour avoir prévu de me tuer en douceur? Une partie de moi avait envie de la prendre dans mes bras. De lui dire que tout irait bien. Que nous allions trouver une solution. Comme je l'avais fait toute sa vie. Mais l'autre partie, celle qui avait survécu, se souvenait de la tisane? Des murmures dans la chambre d'hôpital? Du plan froidement calculé. Cette partie-là était plus forte. La chaîne de sécurité est restée en place. Comme une barrière de fer entre son monde et le mien. Tes larmes ne changent rien.
Sophie. Ai-je dit. Ma voix dénuée de toute chaleur. Tu ne pleures pas pour moi. Tu pleures pour toi. Pour la maison que tu as perdue. Pour la vie facile que tu n'auras pas. Non. Ce n'est pas vrai. S'est-elle défendue? Mais sa voix manquait de conviction. C'est vrai qu'on est dans une situation terrible? Mais. Quelle situation? Les jeux coupés. Dis-moi. Je veux savoir. Elle a hésité. Essuyant ses larmes avec le revers de sa manche. Comme une enfant. C'est un cauchemar? Papa. Depuis la lettre du notaire. Tout s'est effondré. Elle a pris une inspiration tremblante. Et les mots sont sortis en un flot désordonné. Rémi. Il ne me parle presque plus. Il dit que tout est de ma faute. Que j'aurais dû être plus prudente. Que j'ai tout gâché. Il a dû vendre sa voiture la semaine dernière pour payer ses dettes. Il vit dans un studio minuscule à Villeurbanne. Il est amer. Méchant. Elle a marqué une pause. Comme si elle peinait à respirer. Et moi? J'ai perdu mon travail. Je n'arrivais plus à me concentrer. Je faisais des erreurs. Mon patron a dit que j'étais trop distraite. Léo. Mon fils. Il sent que quelque chose ne va pas. Il est triste. Il ne comprend pas pourquoi on ne vient plus te voir le dimanche. Je lui mens. Papa. Je lui mens tous les jours. Je lui dis que tu es en voyage. Chaque mot était un coup de poignard. Pas pour moi. Pour elle. Pour l'image de cette vie qui se désintégrait sous le poids de ses propres choix. On a tout perdu? Papa? A-t-elle conclu dans un murmure. Pas seulement la maison. On s'est perdu nous-mêmes. On s'est perdu l'un l'autre. Je l'ai écouté en silence. Il n'y avait aucune satisfaction dans ma posture. Aucune joie mauvaise à la voir souffrir. Juste une infinie et profonde tristesse. Une tristesse pour les enfants que j'avais élevés. Et qui étaient devenus ces étrangers misérables. Vous n'avez rien perdu? Sophie. Ai-je dit. Choisissant mes mots avec soin. Vous récoltez simplement ce que vous avez semé. Elle m'a regardé. Ses yeux embués d'incompréhension. Tu parles de peur? De manque d'argent? D'être dans une impasse? Ai-je continué? Ma voix toujours aussi calme. Des millions de gens vivent ça tous les jours. Leurs parents tombent malades. Ils doivent faire des sacrifices. Ils sont fatigués. Ils ont peur. Mais ils n'essaient pas de tuer leur père pour autant. La vérité. Crue et simple. A semblé la frapper en plein visage. Elle a reculé d'un pas. Comme si mes mots étaient des objets physiques. Vous aviez le choix. Ai-je poursuivi. Vous auriez pu venir me voir. Me parler honnêtement de vos problèmes. Nous aurions pu vendre la maison ensemble. De mon vivant. J'aurais partagé. Je vous aurais aidé. Comme je l'ai toujours fait. Mais vous n'avez pas choisi l'honnêteté. Vous avez choisi le secret. Le mensonge. Et le meurtre. C'est ce choix-là. Sophie. Qui a tout détruit. Pas moi. Elle n'avait plus rien à répondre. Il n'y avait plus de larmes. Juste un visage vide. Vidé de toute excuse. De toute justification. Elle se voyait enfin telle que je la voyais, non pas comme une victime des circonstances. Mais comme l'architecte de son propre désastre. Je voulais juste. Que tu saches que je suis désolée. A-t-elle soufflé. Je sais. Ai-je répondu. Mais être désolé ne suffit pas. Le pardon. Ça se mérite. Et vous n'avez même pas commencé à comprendre ce que cela signifie.
Le silence est retombé entre nous. Lourd. Définitif. Maintenant? Va-t'en. S'il te plaît. Ai-je dit doucement? Mais fermement. J'ai des élèves qui vont bientôt arriver. Des enfants qui ont une chance de devenir des gens bien. Je ne veux pas qu'ils te voient. Je ne veux pas que ta tristesse contamine cet endroit. C'était peut-être la chose la plus cruelle que je lui ai dite. L'idée qu'elle était devenue toxique. Une présence indésirable dans la maison même où elle avait grandi. Elle a hoché la tête. Sans un mot. Elle a fait demi-tour et s'est éloignée dans le couloir. Le dos voûté. Je l'ai regardée partir jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la cage d'escalier. J'ai refermé la porte. Le bruit du pêne qui s'enclenche dans la gâche a résonné lourdement dans l'appartement silencieux. Je suis restée là un long moment. Le front appuyé contre le bois froid de la porte. Je n'ai ressenti aucune victoire. Aucune satisfaction. Juste un vide immense. Le vide laissé par un amour que j'avais cru éternel. Et qui venait de mourir une seconde et dernière fois. Le point de non-retour était atteint. L'acte 2 de ma vie s'achevait sur cette porte fermée. Il était temps. Maintenant. D'apprendre à vivre avec les fantômes de l'acte 3. La porte fermée sur le visage en larmes de Sophie est devenue une métaphore de ma nouvelle vie. J'avais érigé des murs. Non pas par haine. Mais par nécessité. Pour protéger le petit lopin de paix que je cultivais si péniblement. Les mois qui suivirent furent une lente convalescence. Non pas pour mon cœur physique. Qui, paradoxalement, se portait de mieux en mieux. Mais pour mon âme. La maison a continué de se remplir de vie. Mes après-midi de tutorat sont devenus une institution dans le quartier. Les adolescents venaient non seulement pour l'histoire, mais aussi pour parler. Ils me confiaient leurs doutes, leurs espoirs. Je suis devenu une sorte de grand-père de substitution. Un confident. Leur jeunesse. Leur énergie et leur innocence relative étaient un antidote au cynisme qui menaçait de m'envahir. Ils me rappelaient qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Qu'il ne fallait pas juger toute une génération sur l'échec de 2 individus. La Fondation Rose Bernard a officiellement vu le jour au printemps suivant. La paperasse était enfin terminée. Maître Dubois, Marcel et le directeur du collège formaient un conseil d'administration aussi hétéroclite qu'efficace. Nous avons organisé une petite cérémonie de lancement à la mairie d'arrondissement. Il y avait les notables du quartier, les parents d'élèves, mes amis, et les premiers jeunes qui allaient bénéficier des bourses. Ce jour-là, en écoutant le maire prononcer un discours élogieux sur la générosité de ma défunte épouse et sur mon initiative, j'ai ressenti une fierté douce et tranquille. Ce n'était pas une fierté arrogante, mais le sentiment simple d'avoir transformé quelque chose d'indiciblement laid en quelque chose de beau et de durable. Le nom de Rose, qui aurait pu être souillé par un drame familial sordide, était maintenant associé à l'espoir et à l'éducation. C'était le plus bel hommage que je pouvais lui rendre. Je n'ai eu aucune nouvelle directe de mes enfants. Le silence était total. C'est par Marcel, toujours au courant des ragots du quartier par des chemins détournés, que j'apprenais parfois des bribes de leur existence. Sophie avait fini par retrouver un travail, un poste de secrétaire dans une petite entreprise de la banlieue, moins bien payé que le précédent. Elle avait déménagé dans un appartement plus petit. Plus loin. Son fils, Léo, semblait en souffrir. Il était devenu un adolescent difficile. Rémi, lui, sombrait. Il avait tenté de lancer une nouvelle affaire qui avait rapidement périclité. Il vivait de petits boulots. Et la rumeur disait qu'il buvait plus que de raison. Il avait coupé les ponts avec presque tout le monde, y compris avec sa sœur. Ils étaient devenus 2 îles de misère.
dérivant loin l'une de l'autre. Chaque nouvelle était un pincement au cœur. C'était absurde. Ils avaient tenté de me tuer. M'avaient trahi de la pire des manières. Et pourtant, une partie de moi, le père en moi, ne pouvait s'empêcher de souffrir de leur déchéance. On n'efface pas 40 ans d'amour et de souvenirs d'un coup de testament. Les racines étaient trop profondes. Je les avais coupées. Mais elles continuaient de me faire mal sous la surface. Un jour, alors que je rangeais de vieux papiers dans le grenier, je suis tombée sur une boîte en carton remplie de dessins d'enfants. Les premiers dessins de Sophie, des soleils jaunes avec des visages souriants, des maisons carrées avec des cheminées qui fumaient. Et ceux de Rémi, des chevaliers, des dragons, des aventures fantastiques. Sur l'un d'eux, une famille de bonshommes bâtons se tenait la main. En dessous, écrit d'une main malhabile, papa, maman, Sophie et Rémi pour toujours. Je me suis assis sur le sol poussiéreux du grenier. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ces enfants qui n'existaient plus. J'ai pleuré pour l'homme que j'étais, qui avait cru à ce « pour toujours ». J'ai pleuré pour Rose, qui n'avait pas eu à voir ce désastre. C'était un deuil. Le deuil de la famille que j'avais cru avoir. Ce deuil-là, je devais le faire. Seule. La vie, cependant, continuait de m'apporter des joies inattendues. Lucas, mon premier élève, avait été accepté dans un excellent lycée. Il voulait devenir archéologue. Il disait que c'était moi qui lui avais donné le goût de déterrer le passé pour comprendre le présent. Une autre de mes élèves, une jeune fille nommée Inès, a remporté un concours de poésie. Elle m'a offert un exemplaire de son poème, avec une dédicace, à Monsieur Bernard, qui m'a appris que les mots sont des ponts. Ces petites victoires étaient mes trésors. Elles validaient ma décision. Ma maison était devenue un pont pour ces jeunes. Un tremplin. C'était la meilleure réponse possible à la tentative de destruction de mes enfants. 1 an a passé. Puis 2. Mon rythme de vie était devenu une routine apaisante. Les cours, les réunions de la fondation, les parties de cartes avec Marcel, les longues promenades solitaires sur les pentes de la Croix-Rousse. J'avais trouvé un nouvel équilibre. La douleur était toujours là. Mais elle était devenue une compagne silencieuse. Une cicatrice que l'on sent sous ses doigts mais qui ne fait plus mal en permanence. Un après-midi de septembre, alors que je rentrais de mes courses, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô ? C'est Léo. La voix de mon petit-fils. Je ne l'avais pas entendu depuis plus de 2 ans. Il avait dû changer. Sa voix n'était plus celle d'un enfant, mais celle d'un adolescent. Léo ? Ai-je répété. Le cœur soudainement lourd. Comment vas-tu ? Ça va. Je voulais juste. Est-ce que je peux te voir ? Papy. Le mot « papy » a résonné en moi avec une force incroyable. Ta mère est au courant ? Ai-je demandé ? Méfiant. Non. Elle ne doit pas savoir. S'il te plaît. C'est important. Son ton était grave. Pressant. Je ne pouvais pas lui dire non. D'accord. Ai-je dit. Viens à la maison. Tu sais où c'est. J'arrive. Je l'ai attendu. Le ventre noué. Qu'est-ce qu'il pouvait bien me vouloir ? Était-ce un stratagème de Sophie pour m'atteindre à travers lui ? Une demi-heure plus tard, il était là. Il avait terriblement grandi. Il était presque un homme. Il avait les yeux de sa mère, mais le sourire triste de son père.
Il est entré dans l'appartement et a regardé autour de lui. Comme s'il découvrait un lieu à la fois familier et étranger. Tu as changé la décoration ? A-t-il dit. C'était vrai. J'avais enlevé certains meubles. Changé les rideaux. J'avais fait de cet endroit le mien ? Et non plus le nôtre. Nous nous sommes assis dans le salon. Un silence gêné s'est installé. Alors ? Ai-je demandé doucement. Il a sorti de son sac à dos une enveloppe qu'il m'a tendue. C'est pour toi. De la part de maman. Mon cœur s'est serré. Un piège. Tu m'as dit qu'elle n'était pas au courant. Elle ne sait pas que je suis là. A-t-il précisé. Mais elle m'a demandé de te donner ça si un jour je te croisais par hasard. Je ne l'ai pas croisée par hasard. Je suis venue exprès. Je ne supporte plus de la voir comme ça. Comme ça comment ? Triste. Tout le temps. Elle ne rit plus jamais. Elle parle de toi. Parfois. Quand elle croit que je ne l'entends pas. Elle dit qu'elle a tout gâché. J'ai pris l'enveloppe. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il n'y avait pas une lettre. Il y avait des papiers officiels. Des actes notariés. J'ai parcouru les documents. C'était un acte de renonciation. Sophie et Rémi renonçaient officiellement et irrévocablement à toute contestation présente ou future de mon testament. Ils reconnaissaient sa pleine validité et s'engageaient à ne jamais plus intenter aucune action à mon encontre. C'était une reddition. Une capitulation sans condition. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé à Léo. Je ne sais pas. A-t-il dit en haussant les épaules. Je crois qu'elle a compris. Qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Qu'elle devait juste laisser tomber. Il y avait autre chose dans l'enveloppe. Un petit morceau de papier plié en 4. Une photo. C'était une vieille photo de nous 4. Prise dans ce même salon. Des années auparavant. Rose était là. Souriante. Elle me tenait par le bras. Sophie et Rémi. Encore adolescents, se chamaillaient gentiment. Nous avions l'air heureux. Nous l'étions. Au dos de la photo, quelques mots écrits de la main de Sophie. Pardon. Je suis désolée de ne pas avoir été à la hauteur de cet amour-là. J'ai regardé Léo. Il avait les yeux humides. Est-ce que tu vas nous pardonner un jour ? Papy ? Cette question, posée par la voix innocente de mon petit-fils, a fait s'effondrer toutes mes défenses. La colère, la rancœur, la froide résolution. Tout s'est dissous, laissant place à une douleur pure et simple. La question de Léo est restée suspendue dans le silence du salon. Est-ce que tu vas nous pardonner un jour ? Ce n'était pas la voix de Sophie qui suppliait, ni celle de Rémi qui exigeait. C'était la voix d'un enfant pris au milieu d'un champ de ruines qu'il n'avait pas créé, demandant simplement si la paix était possible. Je l'ai regardé. Ce garçon qui portait en lui les traits de ma fille et le poids d'un drame familial qui le dépassait. Comment pouvais-je lui répondre ? Le pardon n'est pas un interrupteur que l'on actionne. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est un chemin. Long et escarpé. Et je ne savais même pas si j'avais envie de l'emprunter. Le pardon ? Léo. Ai-je commencé ? Ma voix rauque. C'est une chose compliquée. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. C'est, peut-être, accepter que les choses ne pourront plus jamais être comme avant. Et décider de vivre avec ça sans que la haine ne te consume. Il a hoché la tête. L'air grave. Comme s'il comprenait la profondeur de mes mots. Je ne veux pas que tu sois triste à cause de nous, a-t-il dit. Maman est déjà assez triste pour tout le monde. Je ne suis pas triste.
Ai-je menti à moitié? Je vais bien. Je suis occupée. J'ai mes élèves. La fondation. Mais tu es seule? A-t-il coupé? Avec la franchise brutale de l'adolescence. Dans cette grande maison. Ces mots m'ont touché plus que je n'aurais voulu l'admettre. J'étais entourée. Oui. Mais j'étais seule. La chaleur de mes amitiés et la joie que me procuraient mes élèves ne remplaçaient pas le vide laissé par la perte de ma famille. C'était une solitude différente. Une solitude fondamentale. Nous sommes restés silencieux un moment. Puis, il a posé une autre question. Plus simple. Plus directe. Est-ce que je peux revenir te voir? Juste moi. Pour parler. Comme avant. Cette demande. C'était une main tendue. Un pont fragile jeté au-dessus de l'abîme qui nous séparait. Il ne demandait pas pour sa mère. Ni pour son oncle. Il demandait pour lui. Et à lui. À cet enfant innocent. Je ne pouvais rien refuser. Bien sûr que tu peux. Léo. Ai-je dit. Et pour la première fois. Un sourire sincère a éclairé mon visage. Ta chambre est toujours là. Enfin. Elle est un peu devenue un débarras. Mais on peut arranger ça. Un sourire a illuminé son visage en retour. C'était comme un rayon de soleil après un long orage. Léo est parti 1 heure plus tard, me laissant avec l'acte de renonciation et la vieille photo. Je n'ai pas rangé la photo. Je l'ai posée sur la cheminée, à côté de celle de Rose. Ce n'était pas un signe de pardon, mais un acte d'acceptation. C'était mon histoire. Une histoire de bonheur, d'amour, puis de trahison et de chagrin. Je ne pouvais pas en effacer les chapitres les plus sombres, mais je pouvais choisir de me souvenir aussi des plus lumineux. Léo est revenu la semaine suivante. Et celle d'après. Il est devenu mon visiteur du mercredi après-midi. Il m'aidait à préparer les cours pour mes autres élèves. Nous parlions de tout, de ses problèmes au lycée, de la fille qui lui plaisait, de ses craintes pour l'avenir. Il ne parlait que rarement de sa mère, et jamais de son oncle. C'était notre accord tacite. Notre relation se reconstruisait sur un terrain neutre, loin du passé. Grâce à lui. Un fil, ténu mais solide, me reliait encore à ma descendance. Plusieurs mois ont passé. Un après-midi, alors que je lisais le journal, je suis tombée sur un petit article dans la rubrique des faits divers locaux. Un homme de 42 ans avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite après un accident matériel. Son nom, Rémi Bernard. Mon fils. Mon cœur s'est serré. Je l'ai imaginé. Seul. Perdu. Prenant des décisions stupides qui l'enfonçaient encore plus. J'ai ressenti une vague de pitié, mêlée à une colère sourde. Il continuait de gâcher sa vie. De tout détruire sur son passage. J'ai plié le journal. Je n'en ai parlé à personne. Ni à Marcel. Ni à Léo. C'était le fardeau de Rémi. Et d'une certaine manière, c'était encore un peu le mien. Mais je ne pouvais rien faire. Il était un homme. Il devait faire face aux conséquences de ses actes. Seul. La vie a continué. La Fondation Rose Bernard a financé sa première promotion complète d'étudiants. Certains des jeunes que j'avais aidés sont entrés à l'université. Ils m'envoyaient des cartes postales, me donnaient des nouvelles. J'étais devenu le patriarche d'une famille que je m'étais choisie. Une famille unie non par le sang, mais par la gratitude et le respect mutuel. Un soir, des années plus tard, je suis assis dans mon fauteuil, dans le salon. La maison est calme.
Par la fenêtre, je regarde les lumières de Lyon qui scintillent en contrebas. J'ai 80 ans maintenant. Je suis vieux. Mon corps est fatigué. Mais mon esprit est en paix. Léo, qui est devenu un jeune homme brillant, est à l'université. Il vient toujours me voir quand il rentre à Lyon. Il m'appelle papy. Sophie a fini par trouver une certaine stabilité. Elle a un travail qu'elle aime. Un nouveau compagnon. Je sais. Par Léo, qu'elle est plus sereine. Nous ne nous sommes jamais revus. L'acte de renonciation et la photo ont été notre dernier échange. C'est mieux ainsi. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Et il est parfois plus sage de ne pas les rouvrir. Quant à Rémi, après s'être démêlé avec la justice, il a disparu de la circulation. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il avait quitté Lyon. Peut-être pour le Sud? Pour essayer de recommencer à zéro. Je lui souhaite, du plus profond de mon cœur, de trouver la paix. Loin de moi. Je regarde la photo sur la cheminée. La famille heureuse. Une image d'un passé lointain? Presque d'une autre vie. Je ne ressens plus de colère. Je ne ressens plus cette douleur aiguë qui me tordait les entrailles. Il reste une cicatrice? Bien sûr. Une nostalgie douce amère pour ce qui aurait pu être. Je me suis souvent posé la question. Ai-je bien fait? Aurais-je dû pardonner? Tenter de reconstruire? Je n'ai pas la réponse. Je sais seulement que j'ai fait un choix. Le choix de survivre. Le choix de transformer leur tentative de me détruire en un acte de création. La fondation qui porte le nom de ma femme aide chaque année des dizaines de jeunes à construire leur avenir. Mon héritage n'est pas une maison vide, mais des vies changées. Des espoirs réalisés. Peut-être que le véritable pardon ne consiste pas à absoudre les autres, mais à se pardonner à soi-même. Se pardonner d'avoir aimé aveuglément. Se pardonner de ne pas avoir vu les signes. Et accepter que l'amour ne suffit pas toujours. Ce soir, en regardant ma ville, je me sens en paix. J'ai perdu mes enfants, mais j'ai trouvé un but. J'ai transformé la plus grande trahison de ma vie en mon plus bel héritage. L'histoire d'Arthur Bernard ne se termine pas sur une note de vengeance, mais sur une note d'espoir. Un espoir né des cendres d'une famille brisée. Et cela, personne ne pourra jamais me l'enlever. C'est ma victoire. Une victoire silencieuse, solitaire, mais totale.